Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Bonjour tout le monde, bienvenue, nous sommes sur Radio Lac comme chaque jeudi entre 14h et 15h. C'est votre rendez-vous pour parler économie. Rendez-vous également quand vous le voulez. Vous allez sur One TV, vous retrouvez toutes ces émissions. L'économie est un événement économique autour des conditions cadres. Je vous assure que c'est passionnant. L'étude est passionnante, mais on va la digérer avec celui qui a coécrit cette étude un peu plus tard dans cette émission qui sera avec nous, le chercheur Laurent Hoth. Nous allons également nous intéresser au rôle pour Genève dans la transformation digitale en Afrique. Oui, c'est là-bas que ça se passe. Nous serons avec le fondateur de ces ateliers de transformation digitale qui sera avec nous. Et puis nos premiers invités, on va s'intéresser à la COP27. On en a beaucoup parlé, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Réponse tout de suite. Bienvenue. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. Bonjour Marguerite Bouillet. Bonjour Benjamin. Vous êtes responsable de projets politiques à la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. À vos côtés, Marie-Laure Schoffelberger, bonjour. Bonjour. Vous êtes Head of Group ESG et Stewardship de Pictet, mais vous êtes également présidente de Sustainable Finance Geneva. Et à vos côtés également, Michael Curran, bonjour à vous. Merci, bonjour. Vous êtes Head of Environmental Product chez Vitol Group. Beaucoup de choses en anglais, mais ce qu'on a compris en tout cas, c'est que le développement durable était important pour vous toutes et tous. On entendra un petit peu plus tard le CEO également de Goodwall qui était sur place, tout comme vous d'ailleurs, Michael Curran. Alors, que fait-on après la COP27 ? Votre retour d'expérience à vous, Michael Curran, quel est-il ? Je pense que les attentes n'étaient pas très... tout le monde pensait que ça n'allait pas beaucoup avancer les choses, mais moi je suis plus positif que je pense la plupart des gens, et je pense que surtout c'était très important avec la situation géopolitique que tout le monde s'assoie, que tout le monde se voit et que tout le monde continue à avancer. Donc au niveau des avancées concrètes, je pense qu'il y a surtout cet accord de pertes et dommages. Donc je pense que clairement il faut que l'argent suive maintenant, il faut qu'il y ait de l'argent mis à disposition pour subvenir à ces besoins, mais je pense que ça c'était l'avancée le plus important. Alors, typiquement, Marie-Laure Schoffelberger, qu'est-ce que c'est que cet accord pertes et dommages ? De quoi on parle ? Alors, c'est un accord qui reconnaît que les pays qui ont émis le plus de CO2 dans l'atmosphère depuis la révolution industrielle, à peu près au milieu des années 1800, ne sont pas forcément ceux qui en subissent le plus les conséquences. Finalement, c'est les pays du Sud qui en subissent les conséquences, qui doivent aujourd'hui payer. Et du coup, il y a un accord de rediriger le capital, comme l'a dit Michael, vers ces pays-là pour l'adaptation, pour qu'ils puissent transitionner aussi leurs économies, pour avoir une transition juste. C'est ce bon vieux principe du pollueur-payeur, finalement. C'est-à-dire, j'achète le droit des autres de polluer, mais vu que je suis un pays riche, c'est bon, je peux le faire. Là, pas du tout. En fait, là, on est plutôt dans l'étape suivante qui est totalement importante, qui est comment est-ce qu'on va tous travailler ensemble pour aider à s'adapter, parce qu'aujourd'hui, on est déjà dans un scénario d'adaptation, ça, il faut le rappeler, à 1,1 degré de réchauffement. Et du coup, c'est important que tout le monde mette la main à la pâte, et surtout ceux qui en ont bénéficié, en fait, finalement, d'un développement économique à base d'énergie fossile toutes ces dernières années. Et quel message est-ce qu'on va apporter là-bas ? Je rappelle que Vitol Group est l'une des principales plateformes de trading pétrolier. Vous êtes, on va le dire en règle générale, quand on parle de développement, les grands méchants loups. Alors qu'est-ce qu'on va faire là-bas et qu'est-ce qu'on va apporter comme message ? En fait, pour revenir à ce que vous venez de dire concernant le droit de polluer, je dirais que c'est exactement ça qui nous manque. Pas le droit de polluer, mais le fait qu'il y ait un prix sur le CO2, sur tous les problèmes climatiques. Si on acceptait le fait qu'il y ait un marché de CO2, donc c'est exactement ça que moi, je pense devrait être le cas, comme ça, vous acceptez le fait que diminuer la pollution ou les émissions de CO2 dans un pays où c'est moins cher de le faire, c'est malin de le faire parce qu'il y a, comme on sait tous en ce moment, avec la récession, les problèmes énergétiques avec la Russie, etc., ce serait mieux de faire ces projets, par exemple, en Afrique, en Asie du Sud, etc. Et comme ça revient aussi à aider ces pays et investir. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un prix. Et dès qu'il y a un prix sur le CO2, les sociétés comme la nôtre vont aller dans ces marchés. Nous allons aller dans ces marchés pour investir et pour faire fructifier ces crédits. Oui, c'est ce qu'on dit souvent dans cette émission. Il faut montrer aux sociétés que c'est bon pour elles d'aller vers le changement, d'aller vers le mieux finalement.
Pour rebondir un peu sur ce que disait Michael, ce qui est super, un autre sujet qui est sorti de cette COP, qui était clé au-delà des pertes et dommages, c'est cette espèce d'accord qui est appelé l'OPEC pour les forêts, qui prend en fait l'Indonésie, la République démocratique du Congo et le Brésil, qui aujourd'hui, c'est la moitié des forêts dans le monde, qui se sont mis encore ensemble pour faire un marché, justement, pour pouvoir valoriser finalement ces forêts, qui sont un patrimoine de l'humanité, dont on a absolument besoin pour notre survie. Et là, il va falloir qu'on ait des marchés du carbone solides, ce qui va demander pas juste des acteurs privés, mais aussi des acteurs publics. Il faut qu'on parle plus des acteurs publics et du financement public. Oui, parce que vous êtes, je le rappelle, présidente de Sustainable Finance, Geneva. Ce sont quand même deux mots très importants, hein, cette finance durable et ces liens publics-privés aussi, comme on en a aussi là, déjà parlé. Qu'est-ce que ça peut apporter à une entreprise, par exemple, comme Pictet, où vous êtes également ? Alors, pour nous, l'enjeu climatique, finalement, est un enjeu existentiel, comme pour nous tous en tant qu'individus. C'est un risque systémique on ne peut pas le hedger, on ne peut pas le diversifier, si vous voulez. Et du coup, il faut qu'on en prenne en compte dans les portefeuilles de nos clients et dans la façon dont on alloue le capital et dans la façon dont on engage avec les entreprises dans lesquelles on est investi pour les pousser vers une transition juste et plus rapidement. Donc, pour nous, c'est vraiment un enjeu clé. Pour la place financière, c'est un enjeu clé. Mais à nouveau, j'aimerais rappeler, c'est pas juste la finance privée qui doit se mobiliser. On doit tous se mobiliser. Aujourd'hui, la finance publique subventionne les énergies fossiles à hauteur en 2021, 695 milliards de dollars ont été donnés en subsides aux énergies fossiles. Ça a un effet qui distord les marchés. Et ça, il faut aussi que ça change et que ça évolue. Et comment Vitol se positionne par rapport à tout ça, justement avec cette fameuse idée de dire on va pouvoir créer ces nouveaux marchés et donc aller vers le mieux tous ensemble ? Oui, exactement, parce qu'une fois qu'il y a un marché, donc c'est-à-dire surtout les marchés à terme, donc si vous savez que le prix, la valeur du CO2 en 2030, c'est X, $100, $50, $150. Comme ça, vous pouvez estimer les risques d'investir dans un projet, donc carbon capture, storage, etc., ou les projets, les forêts en Afrique, etc. Et vous dites, OK, je vais gérer mes risques avec les sociétés comme Vitol, parce que moi, je veux investir, mais je veux surtout, je pense que mon coût de revient, c'est 10, par exemple, juste pour faire simple. Si je peux vendre ça, si je peux gérer mes risques à 12, comme ça, je peux prendre le risque, je peux lever les fonds pour investir. Donc, c'est exactement ça. C'est une transparence qui est nécessaire et le marché, un bon marché dans cette transparence. Et donc, nous, en tant que traders, on est là pour aider, pour nous asseoir entre tout le monde, pour aider et pour gérer et pour fructifier ces investissements. Et est-ce qu'il y a une difficulté par rapport à l'image, on va dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, où les traders, ils sont pas gentils, ou disons Pictet, c'est une banque, ils sont là pour faire de l'argent, donc ils n'ont rien à faire sur ces notions de développement durable. Comment est-ce qu'on vit cette image-là ? Oui, bon, on sait bien que les gens disent, OK, on ne voudrait pas qu'il y ait un marché de CO2. C'est le droit de polluer. C'est exactement ça qui est dit. Mais moi, je pense que si on ne met pas un prix sur ce que les gens font, c'est impossible d'avancer. Parce que vraiment, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, est-ce qu'on met une taxe ? Est-ce qu'on fait ça ? Mais même si on met une taxe, on le met où ? À quel prix ? À quel niveau ? Donc, je pense qu'il y a une part pour tout le monde. Donc, nous, on a notre part à jouer, mais aussi en collaboration avec les banques, avec les sociétés publiques aussi. Le développement durable, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire du public ou du privé. On est tous responsables de cette transition qui va s'opérer. Et d'ailleurs, les banques n'ont pas attendu, ou les institutions financières, les investisseurs n'ont pas attendu les accords de Paris pour bouger. Nous-mêmes, on a proposé à des clients depuis plus de 20 ans maintenant des solutions qui sont liées à l'eau, aux énergies propres, à l'adaptation. Et parce que c'est des marchés aussi en développement. C'est des univers d'investissement ultra intéressants parce que c'est ce dont la société a besoin pour l'avenir. Et l'investissement, c'est quoi ? C'est l'allocation de capital vers les besoins finalement de la société. Et ça, il faut vraiment y revenir et vraiment s'ancrer là-dedans. C'est le rôle de Sustainable Finance Geneva aussi de rappeler à la place financière que finalement notre rôle, c'est ça. C'est une allocation efficace du capital. Et pendant ce temps, la Confédération nous dit n'oubliez pas de prendre des douches à plusieurs et de mettre le couvercle sur l'eau des pâtes pour qu'elle chauffe plus vite. Donc on a chacun sa manière, en tout cas ses messages pour gérer tout cela. Merci beaucoup Michael Curran de cet éclairage. On aura un autre invité à votre place dans quelques instants. Vous restez encore avec nous puisque nous parlons de ce sujet passionnant dans un instant sur Radio Lac et sur One TV. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète.
Que fait-on après la COP27? Nous continuons de nous poser la question, toujours en compagnie de Marie-Laure Schöffelberger, qui est entre autres présidente de Sustainable Finance Geneva, également avec Marguerite Bouillet, responsable de projet politique à la CCIG. Nous a rejoint. Bonjour Omar Bawa. Merci beaucoup Benjamin. Vous êtes le COO de Goodwall. Alors attention anglicisme, Connecting Young Talent to Opportunities. On va donc continuer de s'intéresser à la COP27. J'aimerais juste qu'on revienne, Marguerite Bouillet, sur ce qu'on disait juste avant la pause, c'est-à-dire qu'on a ces grandes entreprises qui, effectivement, doivent aller de l'avant avec les pouvoirs publics. On a en dessous, nous, pauvres kidam, à qui on dit faut couvrir le départ, je le dis en souriant, mais c'est un vrai message de la Confédération, je trouve ça dramatique. Et les entreprises genevoises au milieu de tout ça. Donc, c'est ce côté effort commun. J'imagine que c'est aussi un message que veut faire passer la Chambre de commerce. Oui, absolument. Je pense que c'est toujours très important d'avoir quand même cette plateforme, même si il y a beaucoup de critiques qui lui sont adressées. Je pense que ça permet quand même des avancées sur certains sujets. Ça permet aussi, comme le disait précédemment Michael, de se rencontrer, de développer du consensus. Il y a aussi, je me permets juste de le rappeler parce que ça n'avait pas été encore évoqué, mais un accord sur c'était pas global sur le méthane qui avait été conclu, qui est donc un gaz aussi à très fort pouvoir réchauffant, où là, il y a maintenant 150 pays qui sont dans cet accord-là. Il n'y a pas encore la Chine et l'Inde, mais il y en a 47 depuis la dernière COP, et donc ça montre aussi qu'il y a des avancées concrètes qui sont possibles. Je pense qu'il ne faut pas attendre non plus de ces COP27 que ce soit un Deus ex machina sur le climat. Effectivement, les entreprises peuvent déjà prendre des initiatives, et c'est déjà fait avec par exemple le SBTI dont la CCIG fait aussi partie et participe à la promotion, qui est le Science Based Target Initiative et qui vise à créer des plans en fait de réduction d'émissions par secteur. Et ça, c'est je pense des initiatives qui en marge peuvent être aussi très importantes et qui ne dépendent pas forcément dans le contexte aussi géopolitique actuel d'accords assez complexes à créer au niveau international avec les pays. Mais n'y a-t-il pas, alors peut-être Marie-Laure Schöffelberger, une question d'immédiateté? C'est-à-dire on est tous d'accord pour dire personne ne va faire « Ok, on a réglé le développement climatique, ça y est, c'est bon, merci ». Et en même temps, on n'a pas le temps d'attendre, quoi. C'est une réalité qu'on n'a pas le temps d'attendre, mais quelque part, on est où on est. On a commencé beaucoup trop tard, on en parlait avant d'entrer dans le studio. On a pris énormément de retard. Voilà, on a déjà 1,1 degré. Ça a déjà des conséquences sur l'adaptation. Donc, il faut maintenant qu'on vive avec ce qu'on a. Et il faut qu'on travaille et on redouble d'efforts. Maintenant, moi, ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est que les conversations qu'on a aujourd'hui sur le climat, elles se passent toutes avec les dirigeants des plus grandes entreprises, des plus grandes sociétés. C'est plus quelque chose qui était à la marge, fait par une petite équipe dans un coin, telle responsabilité de quelqu'un qui faisait de l'RSE. Et là, c'est vraiment important. Et je voulais rebondir peut-être sur SBTI, donc Science Based Target Initiative. Je ne savais pas que en fait, la CCIG était là-dessus. Nous, on a fait notre plan d'action climatique chez Pictet et on l'a publié il y a 2 semaines en arrière. Et on a utilisé SBTI pour faire nos targets. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça s'assure qu'on soit en ligne avec la science, donc qu'on aille avec la rapidité dont on a besoin, c'est-à-dire moins 50% d'émissions CO2 à horizon 2030. C'est la volonté effectivement de tout le monde. Marguerite Bouillet, allez-y. Je trouve que c'est vraiment un excellent exemple d'avoir justement Pictet qui a pris ces engagements-là et qui montre aussi que non seulement on peut avoir ces engagements qui sont crédibles en matière scientifique, mais aussi qui sont reconnus au niveau international et qui réunissent à la fois des membres de la société civile, qui réunissent des entreprises, qui réunissent aussi des autorités publiques et qui sont promues d'ailleurs aussi en Suisse. Et je pense que c'est très important de montrer aussi comme exemple les engagements que peuvent faire les entreprises de manière volontaire en fait et par anticipation et être proactive sur ce sujet sans attendre une législation qui effectivement n'est toujours pas claire sur certains aspects. Alors venons-en à vous Omar Bawa. Vous, quelle a été votre expérience sur place donc à Sharm el-Sheikh en Égypte? Donc, merci beaucoup Benjamin. Pour nous et je dirais pour les jeunes en général, la valeur d'un congrès comme la COP est importante à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, ça permet de créer un espace et un endroit et un moment dans le temps pour vraiment mettre en avant le réchauffement climatique et cette crise du climat. Et ça nous permet de réunir tous les acteurs importantes dans ce domaine. Cela étant une des attentes qu'on aura plutôt pour la COP 28, ça sera que ça soit plus inclusif. Donc, on a probablement vu la photo qui est partie en viral au début de la COP, qui était... photo très monochrome, je dirais. Hein. Exactement, ouais. Exactement. Et puis, il faudra un peu plus
que ce soit plus inclusif pour la prochaine COP, en incluant aussi les jeunes et non seulement au niveau de les avoir présents, mais de les écouter et de les entendre aussi. On en est encore à cette espèce de ruissellement d'idées, c'est-à-dire au sommet on décide et puis en bas on dit ah bah non ça peut pas marcher et nous on sait pourquoi ça peut pas marcher. Exact. Et qu'est-ce que vous êtes allé y faire? Parce que Goodwall, si je prends votre site internet, Goodwall est l'endroit où les idées et les opportunités se rencontrent. On met en avant les jeunes, ok c'est super, mais ça fait quoi sur le développement durable tout ça? Alors, notamment au niveau du réchauffement climatique et pour la COP, on est en train pour l'année prochaine, on est en train de lancer une initiative qui s'appelle le Youth Climate Initiative, qui est un programme d'éducation à propos du climat pour les jeunes, pour vraiment les inclure et changer la narrative. La narrative actuelle est que 60% des jeunes aujourd'hui se réveillent avec ce qu'on appelle climate anxiety, ou pensent que l'humanité, la majorité pense que l'humanité ne va pas survivre à cause du réchauffement climatique. Aujourd'hui, c'est très négatif comme narratif. Maintenant, il faudra essayer de changer cette narrative et mobiliser les jeunes pour voir cette crise comme une opportunité. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec cette initiative notamment. Je suis obligé de donner la parole à Marie-Laure Schaffelberger parce que vous faites oui de la tête depuis tout à l'heure. Mais c'est agréable. L'espoir. Je pense qu'il faut qu'on arrête avec un narratif catastrophiste. On n'a jamais bougé les gens en leur disant on va dans le mur. En fait, il faut redonner de l'espoir aux gens et les jeunes en particulier. Mais je pense que c'est pas que eux. Je pense que tout le monde aujourd'hui a une forme d'éco-anxiété. Il faut l'adresser parce que sinon, ce qui se passe, c'est que les gens ils mettent la tête dans le sable et puis ils se disent ok bon après moi le déluge. En donnant de l'espoir, en disant on a la capacité humaine, l'ingéniosité, l'innovation qui est capable de nous sortir du marasme dans lequel on s'est mis tout seul, on s'est mis dedans, on peut s'en sortir. Et les humains sont jamais aussi bons quand ils sont en pied au mur. Donc là, moi, je suis convaincue qu'on va y arriver. Mais pour ça, il faut un discours d'espoir, d'innovation, d'ingéniosité. Mais est-ce que le problème là-dessus, mais n'est pas global? C'est-à-dire c'est une chose de le dire ici dans ce studio à Genève où ça va plutôt bien. C'est peut-être autre chose de le dire aux Grecs qui vivent des incendies et des inondations chaque année. Alors Benjamin, sur ça, je dirais pas. Donc, faut rester optimiste. Faut avoir l'espoir, mais il faut être réaliste aussi. Et il ne faut pas se dire que le problème n'existe pas et puis tout va se résoudre à cause de la technologie. Je pense que le réchauffement climatique et cette crise du climat impliquent plusieurs secteurs en même temps et plusieurs acteurs en même temps. Ce n'est pas juste en espérant que la technologie va nous sauver qu'on va résoudre ça, ou en espérant que les jeunes vont se mobiliser, ou le gouvernement va passer de la législation, que ça va se faire. Ça implique, c'est tout connecté, c'est tout lié. Et Pictet sera là pour s'en assurer, j'imagine. Sustainable Finance, tout le système doit bouger et je pense que c'est vraiment important qu'on ait cette vision systémique pour résoudre le problème. Est-ce qu'on peut prendre ici ou pas, vous me dites, Omar Bawa, une fois que ce fonds-là dont vous nous parlez est lancé, une fois qu'il y a des choses concrètes qui en ressortent, vous venez nous en parler? Certainement, avec plaisir. Merci beaucoup, Benjamin. Et voilà, maintenant c'est fait. Omar Bawa, CEO de Goodwall, merci beaucoup d'avoir été avec nous, tout comme vous, Marie-Laure Schaffelberger. Attention les casquettes, vous en avez beaucoup. Head of Group ESG et Stewardship chez Pictet et présidente de Sustainable Finance Geneva. Merci beaucoup pour votre honnêteté, très sincèrement, autour de ce sujet et d'avoir été avec nous. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Quel rôle pour Genève dans la transformation digitale en Afrique? Eh bien, avec des assises de la transformation digitale en Afrique. Bonjour, Mahamadou Diallo. Est-ce que vous êtes avec nous en duplex? Bonjour, Benjamin. Voilà, on vous a retrouvé et on vous voit, c'est formidable. Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de ces assises de la transformation digitale en Afrique. Alors, très concrètement, à Genève, les 15 et 16 décembre, que va-t-il se passer? Alors, il va se passer que Genève va accueillir les écosystèmes de la transformation digitale en Afrique. Donc là, c'est la 11e édition des Assises de la transformation digitale. Et nous aurons le plaisir d'organiser pour la première fois à Genève ces Assises de la transformation digitale qui va réunir plusieurs centaines de décideurs africains qui viendront discuter avec des partenaires suisses sur les enjeux de la transformation digitale et sur le partenariat potentiel qu'on peut instaurer entre la Genève internationale et les plateformes africaines en matière de transformation.
Concrètement, de quoi est-ce que l'on parle comme plateforme que l'on pourrait créer entre Genève et l'Afrique? Alors, donc, on va traiter trois sujets qui sont c'est un triptyque autour de la souveraineté, la confiance et l'inclusion des femmes et des jeunes, qui sont des sujets qui sont préoccupants à la fois pour l'écosystème suisse et pour l'écosystème africain. Et dans les discussions, on s'est rendu compte que la Suisse occupe une place importante dans la gouvernance politique au niveau international, au niveau mondial, puisque c'est le siège de beaucoup d'organisations onusiennes des Nations Unies comme l'Union internationale des télécommunications, qui est un de nos partenaires. Et donc, c'est dire que également la moitié des décisions au niveau de la gouvernance Internet se tient également à Genève. Donc, il est question pour les assises de venir sur place, donc rencontrer les acteurs de l'écosystème numérique, de rencontrer également les organisations internationales pour faire amplifier la voix de l'Afrique en matière de décision et montrer également que l'Afrique n'est pas que consommatrice de ces plateformes du numérique. L'Afrique également produit, a du contenu et est ouvert au dialogue pour comme on dit, pour une croissance partagée, notamment dans le domaine du numérique, et voilà, apporter vraiment ce que font les Africains et échanger avec les partenaires suisses dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se faire. Moi, j'ai regardé les partenaires. Bah tiens, il y a la CCIG. Vous faites bien d'être là, alors, Marguerite Bouillet. C'est-à-dire, qu'est-ce que la CCIG a à voir avec tout cela? Absolument. La CCIG est partenaire de cet événement et elle est tout à fait honorée d'ailleurs que Genève ait été choisie cette année pour accueillir ces assises de la transition digitale en Afrique. C'est très important pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un continent qui est immense, qui a un potentiel très important. D'ailleurs, on n'a pas mentionné aussi, mais à la COP27, il y a aussi eu en marge du sommet une initiative qui a été décidée pour les marchés carbone en Afrique pour développer aussi, pour exploiter pleinement le potentiel. Et puis, d'un point de vue de la sécurité, alors c'est cybersécurité, question des gestions de données, Genève est naturellement très pertinente comme lieu de destination pour accueillir un tel événement, avec non seulement le nombre d'ONG qui est présente, mais aussi, alors que ce soit en matière de finances durables, on a vu aussi avec la présence de Pictet, du Swiss Building Bridges, mais d'autres ONG qui sont actifs sur ces questions, comme le Cyber Peace Institute, et donc la Chambre de commerce est évidemment dans son rôle de mise en connexion de différents acteurs et sur effectivement un marché qui peut encore être développé avec les savoir-faire aussi des entreprises suisses. Oui, et ce côté finalement aussi, j'imagine, mais vous le saurez peut-être mieux que moi, je l'espère en tout cas, Mohamedou Diallo, à savoir ce côté neutre de Genève, puisque c'est important de discuter tous ensemble. Je prends un exemple extrêmement concret. Facebook a déployé il y a déjà quelques années de l'Internet en Afrique, notamment avec des ballons qui envoient de l'Internet, enfin je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, et une version allégée de son application pour les réseaux qui sont assez faibles, pour pas avoir besoin de 4G ou de 5G comme on a ailleurs. C'est donc la preuve qu'il y a un vrai marché qui est en train de se développer. Mais ce marché, est-ce qu'il ne risque pas d'être cannibalisé par les mêmes acteurs qu'ailleurs, à savoir les Facebook, les Google et compagnie? Ben, c'est justement la question qui se pose aujourd'hui en matière de gouvernance Internet, en matière même de gestion, vous l'avez dit tout à l'heure, comment dire, de data centers qui puissent absorber la consommation d'Internet dans le monde. Je pense que quand on regarde de très près la cartographie, plus de 80% de ces bases sont basées aux États-Unis et le reste, une bonne partie en Asie. Et donc, si on voit de près, l'Afrique et l'Europe sont les parents pauvres de ces innovations. Donc, tout a été décidé par les Américains et quelque part les Chinois qui ont pris beaucoup de marchés là-dessus. Et si on voit de près, donc en matière de prise en main de ces destins, donc je pense que l'Afrique et l'Europe ont un rôle à jouer en termes de proximité. Et je pense que vous avez souligné tout à l'heure la neutralité de la Suisse, qui abrite un certain nombre de décideurs au niveau de la gouvernance d'Internet, c'est de voir comment, ensemble, travailler en bonne intelligence, jouer sur la neutralité de la Suisse, également sur le fait que l'Afrique constitue un continent immense avec des besoins qui sont très importants, s'appuyer sur l'expertise de la Suisse également et travailler en très bonne intelligence pour justement aller vers le cloud, des clouds souverains qui concernent à la fois l'Europe et l'Afrique. Et je pense que la Suisse a un rôle très important à jouer dans ce sens-là.
Ça, c'est une question effectivement qui revient très régulièrement, ce fameux cloud souverain. On va continuer de parler de tout cela. Je voudrais juste également dire que ça sera sous le haut patronage du président en exercice de l'Union africaine et président de la République du Sénégal, Macky Sall. C'est dire l'importance de ces assises de la transformation digitale en Afrique. C'est à Genève que ça se passe. Restez avec nous. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Quel rôle pour Genève dans la transformation digitale en Afrique? Nous continuons de nous intéresser à cet événement qui aura lieu au Centre international de conférences les 15 et 16 décembre, les assises de la transformation digitale en Afrique, sous, je le rappelle, le haut patronage de Macky Sall, président de la République du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine. Nous sommes toujours avec Mohamedou Diallo, le fondateur de ces, je vais me permettre de le compresser, de ces ATDA, avec donc la volonté de pouvoir parler d'enjeux, mais on en est où aujourd'hui, parce qu'il y a déjà eu quelques éditions. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis ces premières assises? Alors, nous avons organisé déjà 10 éditions des Assises de la transformation digitale et l'année dernière, nous avons fait déjà 9 éditions à Paris. Donc, comme nous sommes une société française, donc on est par simplicité ou par paresse, donc on est resté à Paris pendant 9 ans. Et l'année dernière, on a décidé donc de célébrer les 10 ans des Assises de la transformation digitale à Marrakech. Et ce qui a été décidé à l'issue de cette 11e édition, de cette 10e édition, nous avons décidé donc d'alterner l'organisation des assises entre l'Afrique et l'Europe. Donc, une fois en Afrique, une fois en Europe. Et donc, dans le choix donc, de ces assises, nous avons été ravis d'avoir noué un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Genève, qui nous a convaincus de la place forte de Genève, qui n'est plus à discuter pour abriter ce genre de rencontres internationales. Et donc, on a suivi les conseils bienveillants de M. Vincent Sibilia, le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie. Et donc, ce qui nous amène aujourd'hui à organiser cette édition ici à Genève avec la présence comme vous l'avez souligné tout à l'heure, du président Macky Sall, qui est le parrain de cette édition, et également tout l'écosystème de Genève, notamment avec la présence de Mme Nathalie Fontanet pour la première journée qui nous accueille. Et la deuxième journée, nous aurons l'opportunité et la chance, l'honneur d'avoir Mme la maire de la ville de Genève qui sera à l'ouverture pour parler également de l'autre sujet qui est très important, au-delà de la souveraineté et de la cybersécurité qu'on va traiter le premier jour. On va aborder la thématique sur l'inclusion des femmes et des jeunes, qui est un sujet très important et qui sera introduite en ouverture par la ministre du Bénin, du numérique, en présence de Madame la maire de Genève, qui nous accueillera en cérémonie d'ouverture lors de la deuxième journée. Marie Barbet-Chapuis, effectivement, qui sera là. Ce que je trouve intéressant, j'aimerais revenir là-dessus avec vous, Marguerite Bouillet, c'est, alors on l'a dit, le rôle Genève international, mais finalement sur les questions de souveraineté, de transformation digitale, le rôle que Genève a à jouer là-dessus, d'une certaine manière, pas tant en donnant les clés, mais en permettant en tout cas aux gens de se rencontrer et de pouvoir échanger. Oui, absolument. Effectivement, il y a un rôle de mise en relation très important à Genève. Et puis, la Chambre de commerce, grâce à son directeur général Vincent Subilia, était aussi intéressée depuis longtemps. Notre directeur est aussi intervenu au Africa CEO Forum en 2018. Donc, c'est un effort, un engagement qui s'inscrit sur le long terme. Et il aura aussi l'honneur d'intervenir lors de ces prochaines assises. Voilà, pour parler aussi du rôle de la Suisse dans sur les questions de capital investissement et capital risque dans la relance économique du continent africain, et avec non seulement effectivement ce rôle de mise en relation de différentes entreprises, mais aussi un rôle de partenariat qui peuvent se faire avec des entreprises qui sont excellentes ou leaders dans leur domaine en Suisse. Parce que je pense que c'est aussi important de rebondir sur ce que vient de dire Marguerite Bouillet, des rencontres avec des entreprises qui sont leaders là-dessus, mais évidemment que l'Afrique, qui n'est pas un pays, c'est un continent, parfois j'ai l'impression tendance à l'oublier, n'a pas besoin de gens pour venir donner des leçons, elle a besoin de gens pour les aider à aller de l'avant, on est bien d'accord? Tout à fait. On parle de partenariat, on ne parle pas de venir donner des leçons. Exactement. C'est ce rôle de partenariat, parce que la Suisse, comme vous le dites, a été toujours neutre dans ce domaine.
La Suisse n'a colonisé aucun pays en Afrique jusqu'à présent. Et quand on parle de l'Afrique, on parle des Afriques et non pas d'une Afrique, hein. Donc l'Afrique est vaste, c'est 54 pays avec des différences qui sont très importantes d'un pays à l'autre, avec des mindsets qui sont différents selon qu'on soit au nord, à l'ouest de l'Afrique, qui n'ont pas forcément les mêmes façons de fonctionner. Et à ce titre, voilà, donc l'Afrique a beaucoup de choses à apporter. Aujourd'hui, je dis que en termes de réglementation et en termes d'héritage dans le passé, on a moins de contraintes à aller vers l'innovation de rupture que les autres pays, notamment européens ou américains. La preuve en est que aujourd'hui, pour tout ce qui est mobile money, l'Afrique est aujourd'hui le continent par excellence de mobile money, puisque près de 80% des transactions mobiles en matière de finance se passent en Afrique. Donc, vous voyez, c'est une révolution majeure. Et aujourd'hui, pour aller encore plus loin dans cette pratique, donc le mobile money, c'est 144 milliards de dollars de recettes, ou bien comment dire, en termes de PIB pour l'Afrique. Vous voyez? Et donc, pour aller encore dans ce sens, c'est 14 milliards de dollars de recettes fiscales en 2017 que cela a représenté pour tout le continent africain. Donc, vous voyez, l'Afrique a un rôle très important à jouer dans l'apport d'innovation et dans ces innovations de rupture aujourd'hui, on peut dire que l'Afrique peut servir de laboratoire pour le reste du monde en termes d'inclusion et d'apport de nouvelles technologies de l'information et de la communication. On a 54 pays qui ne demandent qu'à amener des choses. Eh bien, écoutons tous ces pays et assistons à ces assises de la transformation digitale en Afrique qui auront lieu donc à Genève. On l'a dit, bien sûr, au Centre international de conférences les 15 et 16 décembre, sous le haut patronage du président de la République du Sénégal, Macky Sall, qui est également le président en exercice de l'Union africaine. Mais ça en dit long aussi sur l'importance qu'ont prise ces assises en 11 éditions. Vous en êtes d'ailleurs le fondateur, Mohamedou Diallo. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci beaucoup. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Que dire des conditions cadres? Eh bien, posons la question à Laurent Hoth. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur de l'étude économique, de l'étude sur l'événement économique 2022, chercheur également à la HES Genève. Alors justement, ces fameuses conditions cadres, on disait un peu hors antenne, moi je ne sais pas exactement ce que c'est, mais en fait, c'est plein de choses les conditions cadres. Il n'y a pas un seul type de conditions cadres. Non, exactement, les conditions cadres, c'est finalement une définition un peu globale qu'on pourrait dire, c'est un ensemble de caractéristiques économiques, politiques, sociales, culturelles, qui contribue au développement économique d'une région, d'un territoire, à son bon fonctionnement et qui permet notamment de mesurer souvent avec la création d'entreprises et leur croissance. C'est globalement ça. Après, ce qu'on met dans les conditions cadres, finalement, on peut en considérer énormément et plus on creuse, plus on peut en ajouter. Et donc, j'imagine que c'est à géométrie variable en fonction de ce qui arrange ou pas les entreprises ou alors, au contraire, les pouvoirs publics. Alors, ça dépend qui veut considérer les conditions cadres, déjà. Ouais. Donc, peut-être là, c'est la différence avec notre étude où on est une équipe de chercheurs, nous, on n'a pas forcément un intérêt direct dedans. Donc, on a choisi une définition qui était fournie par l'Union européenne, qu'ils ont utilisée, qu'on a un peu condensée pour adapter. Mais après, forcément, les conditions cadres vont dépendre selon le tissu économique, selon la région qu'on considère. Donc, c'est vrai que ça peut être assez divers. Marguerite Bouillon, on va quand même rappeler ce que représente cet événement économique de la CCIG et de la Banque cantonale de Genève, la BCG, il faut le rappeler également. Exactement, il aura lieu le 13 décembre, donc je vous invite, si vous avez la possibilité, à vous y inscrire. Et il permet... Pavillon Cycli. Et exactement, voilà. Oui, merci. Je vous en prie. C'est un excellent complément. Et puis, il permettra de parler plus en détail de cette étude, qui est très intéressante, qui est aussi assez synthétique, et puis d'avoir une présentation par les auteurs des résultats qui ont été faits. Et puis, je pense que vous en discuterez plus tard, mais alors, évidemment, la Chambre de commerce est très intéressée par la question des conditions de cadre à Genève. Comment est-ce que ça peut impacter les entreprises, leurs venues ou leur éventuelle sortie. Et donc, on se réjouit d'avoir la présentation de ces résultats. Mais est-ce qu'on sait pourquoi s'intéresser aux conditions cadres, qu'il aurait pu être sur autre chose, cet événement économique ? Alors, disons, c'est particulièrement intéressant parce qu'on est aussi dans une année électorale. Donc, c'est aussi l'occasion de réfléchir à qu'est-ce qui peut être amené à Genève, qu'est-ce qui doit être changé. Et puis, pour nous, c'est aussi une occasion parce que, comme vous le disiez, il y a différentes définitions. Nous, les conditions cadres, principalement, on les définit par les questions de fiscalité, d'aménagement du territoire, de mobilité et d'énergie, qui sont des conditions très
qui ont un grand impact sur les entreprises. Donc, d'avoir aussi d'autres sources, d'autres études qui nous permettent de compléter peut-être d'autres données. C'est évidemment d'un grand intérêt. Laurent Haute, on va essayer de synthétiser autour du contexte de tout cela, hein. La mobilité, l'énergie qui est en ce moment en plein changement, on le sait et on en a parlé. La fiscalité aussi, Marguerite Bouillet vient de l'aborder. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce contexte-là ? Alors, globalement, pour faire un bilan pour Genève, quand on a considéré toutes ces conditions, donc pour rappeler un petit peu, on a considéré celles que Marguerite a présentées. On s'est aussi intéressé aux aspects plus de culture entrepreneuriale, mais aussi les conditions de marché, l'accès au financement et beaucoup le capital humain, la création de connaissances. Quand on regarde tout ça, des facteurs assez larges, Genève s'en sort pas mal, on peut quand même le dire. C'est relativement stable. Il y a beaucoup de choses qui se passent, donc les conditions cadres ne sont pas forcément mauvaises. On peut le voir notamment au niveau des impacts sur la création d'entreprises qui est assez forte à Genève. Le dynamisme est bon. On a aussi un PIB par habitant, par exemple, où on va parler un peu de la taille de l'économie, qui est très élevée, 3e de Suisse. Donc l'économie est assez forte. On a beaucoup d'entreprises à haute croissance. Mais il y a quand même un peu un risque de plateau à ce niveau-là. Il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention, comme l'évoquait avant, notamment en période d'année électorale. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour la suite ? C'est le moment de faire un peu un bilan, finalement. Ça sert bien en période électorale, effectivement. Marguerite Bouillet. Oui, absolument. C'est effectivement l'occasion de faire un bilan. Et puis, c'est vrai que Genève a beaucoup d'atouts. Donc, aussi en comparaison internationale, c'est indéniable. Ceci dit, il y a aussi des choses où, clairement, il y a des améliorations à faire. Je pense notamment en termes de mobilité. Vous le semble souligner aussi dans votre étude. Ça, je pense que beaucoup de personnes le subissent aussi à Genève. Une mobilité qui est peu fluide, aussi une fiscalité qui est très lourde pour l'imposition, ce qu'on appelle l'outil de travail, l'imposition sur la fortune. Donc, d'un point de vue de la fiscalité, même en comparaison des autres cantons, situation qui est peu favorable. Et puis aussi d'un point de vue, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est très important, puisque Genève, c'est environ 3 emplois pour 2 personnes. Donc, il y a beaucoup de besoins en termes de personnel. Et là, la question de la formation, donc c'est aussi, je ne veux pas peindre le diable sur la muraille, mais c'est vrai qu'il y a clairement des efforts aussi à faire. Par exemple, en termes d'apprentissage, c'est le canton qui a le plus bas taux d'apprentissage, donc où on veut aussi pouvoir montrer les prévisions, les visions qu'on peut engager pour améliorer sa situation. Bon, c'est toujours important, effectivement, d'être conscient de la réalité des choses. Et on va continuer à s'intéresser à tout cela dans un instant. Vous restez avec nous. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Toujours en compagnie de Laurent Haute, co-auteur de l'étude de l'événement économique 2022 et chercheur à la HES Genève, cet événement économique autour du thème des conditions cadres, étude de CCIG et BCGE. Alors on en parlait hors antenne, les conditions cadres, je vous demandais si vous aviez pris la définition de l'Union européenne parce qu'il n'y en avait pas en Suisse, mais vous m'avez dit que c'est encore pire que ça finalement, il n'y a même pas une définition claire de l'UE. Il n'y a pas forcément une définition unique, nous on a pris une d'un rapport de l'UE, ça peut être une qui est réutilisée par l'UE. Mais effectivement, typiquement, la stratégie économique 2030 du canton utilise aussi le mot conditions cadres en liste certaines. On retrouve toujours effectivement les usual suspects comme la fiscalité, ça c'est clair. Mais il y a d'autres choses, le capital humain, mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses qu'on va moins retrouver, tout ce qui est culturel par exemple, dans d'autres. Donc c'est aussi un petit peu ça, et ça donne cette impression que les conditions cadres, comme on le disait, chacun a un peu sa vision, sa façon de faire, et peut-être sa façon de les mesurer, et ça peut aussi vouloir dire peut-être qu'il y a un manque de suivi de ces conditions cadres, parce que si chacun regarde une chose de son côté, il y a peut-être des manques de comparaison, des manques de moyens à travers le temps, de voir ce qui se passe. Donc pour vous, quel serait un bon moyen de calculer des conditions cadres ? Alors soit il faut les définir, effectivement se faire un cadre, il faut faire un choix au bout d'un moment de ce qui est important, notamment ça peut avoir une importance si on s'intéresse vraiment à Genève comme ici, de les définir par rapport au tissu économique du canton, par exemple, qui est un canton des entreprises dans les services, et qui vont peut-être dépendre beaucoup de ça, qui ont besoin de ça. Typiquement, les conditions cadres qui touchent plus l'agriculture nous intéresseront peut-être un poil moins. C'est relatif, une fois de plus. Chaque condition cadre a une importance différente, d'ailleurs, selon l'entreprise. Ça, c'est aussi. Bien sûr, ce sont des curseurs à chaque fois. Hein. C'est ça. Et après, il faudrait nommer cet indicateur qu'on veut suivre un peu à travers le temps pour les mesurer. Alors, Marguerite Bouillet étayait un peu plus tôt certains points qui seraient des points donc, d'amélioration. Est-ce que ce sont des leviers que vous avez pu identifier également ? Oui, il y a certains leviers, effectivement. La fiscalité, c'est, par exemple, on l'évoquait, c'est un levier, disons, qui est aussi relativement facile à actionner parce que c'est un choix, c'est un nombre écrit dans une loi. Il suffit que le Grand Conseil décide de prendre ça et de changer ce nombre.
et on a changé la fiscalité. Si vous voulez changer la culture entrepreneuriale à Genève, ou bien le capital humain, les choix de formation, typiquement faire la formation professionnelle, ça demande des changements de beaucoup plus long terme, beaucoup plus globaux. Donc forcément, il y a des points plus faciles que d'autres sur lesquels agir. Facile, c'est relatif, disons, qui sont plus faisables que d'autres. La fiscalité, ça pourrait être, même si Genève, comme elle le dire, pour ce qui est par exemple du bénéfice, est plutôt la médiane suisse, c'est plutôt sur le capital qu'elle est en haut du panier pour les taux d'imposition. Pour ce qui est par exemple de la mobilité, il y aurait forcément des leviers pour fluidifier le trafic. Il y a des investissements qui sont faits, notamment, on sent qu'il y a eu un peu une prise de conscience, beaucoup de choses qui se créent, notamment à fluidifier le trafic avec la France voisine. Je veux dire, ça c'est aussi un des soucis des conditions cadres, c'est qu'on manque aussi peut-être d'informations sur le Grand Genève par rapport à Genève tout seul. Il y a des choses, effectivement. C'est deux cantons et deux pays différents qui sont impactés dans ce Grand Genève, finalement. Oui. Et ça, c'est un de nos défis typiquement pour mesurer, quand on a voulu s'intéresser, vous pouvez voir dans l'étude sur la mobilité, on manque de données sur la mobilité en fait, transfrontalière, alors qu'à Genève, c'est clairement une de celles qui nous intéresse le plus. Et finalement, pour qu'on parlait des formations avant, il y a un des leviers effectivement peut-être sur la formation professionnelle pour la valoriser, l'encourager. Comment le faire? Valoriser, il y a, je dirais, 2 points. Il y a la valorisation sociale, ça c'est une chose. Tendance à dire qu'ici, on a tendance à prendre la vision française, peut-être, études générales, l'université, c'est ça qui est valorisé. Mais peut-être aussi voir comment on le valorise sur des parcours de vie. Si on choisit de faire un apprentissage, apprendre un métier, de voir quelles perspectives ça nous ouvre. Finalement, on a aussi identifié la formation continue, potentiellement, parce qu'en regardant les données là-dessus, on a pu remarquer presque un quart des entreprises ici, à Genève, disent qu'une des raisons pour lesquelles elles renoncent peut-être de faire de la formation continue, c'est à cause des coûts, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de financer. Les formations continues, ça peut être assez cher. On ne parle pas forcément que des journées de team building, de gestion d'apprentissage, de gestion de conflits dans une entreprise, mais si vous voulez financer une formation type un CAS universitaire, c'est rapidement des milliers, dizaines de milliers de francs à investir. Et ça, peut-être qu'il y a aussi des leviers à actionner pour améliorer, maintenir le capital humain et la qualité justement de ce capital humain à Genève, qui est assez élevé, notamment du par le fait qu'on a une population qui a un assez haut niveau d'études en global. Je veux Marguerite Bouillet prendre des notes. Ça veut dire que vous voulez réagir. Absolument, tout est très intéressant, mais je vais pas réagir à tout, mais deux points qui m'ont paru particulièrement importants. Le premier, c'est effectivement la situation du Grand Genève, qui est assez particulière et qui a aussi des implications politiques sur le financement, notamment d'infrastructures. On pense par exemple au P+R, donc les parkings qui sont à proximité des gares, qui permettent aussi de reporter du trafic et puis de combiner ensemble plusieurs modes de transport. Et ça, c'est des questions aussi qu'au niveau politique, il faut régler. Est-ce qu'on peut financer des infrastructures qui ne sont pas directement à Genève, mais qui profitent à Genève? Et puis, sur les questions de formation, qui sont effectivement très importantes, effectivement, de créer aussi des incitations. Alors, il y a de la sensibilisation. La CCJ en fait aussi beaucoup auprès des entreprises pour valoriser certaines formations, notamment l'apprentissage, mais d'autres, la formation continue. Et puis, des incitations financières, parce que j'en discutais récemment avec un de nos membres qui nous signalait que c'était difficile de faire des conventions de stage avec certaines formations. Par exemple, l'école 42, qui est une école que peut-être vous connaissez, qui permet sans formation de commencer à apprendre à coder. Voilà, qui a été lancé par Xavier Niel, le fondateur de Free en France, effectivement. Exactement, et qui sont peut-être des écoles un peu moins conventionnelles, mais avec lesquelles il n'est pas possible d'avoir de convention de stage. Et donc, pour l'entreprise, ça représente une charge qu'elle ne peut pas forcément s'offrir. Donc, faciliter ce genre de choses, c'est aussi des décisions politiques qui sont importantes et puis qui peuvent avoir un impact aussi sur la culture globale, même si effectivement elle est très difficile à mesurer. Et on a à peine gratté la surface de tout ce qui sera dit durant cet événement économique 2022. Rendez-vous le mardi 13 décembre dès 17h30 au pavillon Cycli pour découvrir cette étude co-écrite par Laurent Hoth. Vous êtes, je le rappelle, chercheur à la HES Genève. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Merci à vous, Marguerite Bouillet. On se retrouve très bientôt sur Radio Lac et sur One TV. Je remercie également Noah Sherman pour la réalisation de cette émission, Nicolas Grangier pour l'incroyable préparation. À la semaine prochaine. One TV, programmé VOD sur onetv.ch.